Je ne voudrais pas qu'on se focalise trop sur les sujets dont Emmanuel Macron semble vouloir qu'on parle, fake news, secret des affaires, parce qu'on est tous en train, il montre un truc du doigt et on est tous en train de regarder ce qu'il montre. Alors, je vais juste prendre un tout petit peu de recul et revenir un peu en arrière. Je veux dire, les fake news, moi j'en vois pas mal à Canal depuis quelques années. Non mais pour faire court, il y a des lois déjà en France qui prévoient un certain nombre de cadres pour protéger l'information et qui sont violées de manière grave et répétée. Je prends par exemple la loi de 86 qui dit par exemple qu'un actionnaire ne doit pas entraver la liberté éditoriale d'un média pour défendre ses intérêts d'actionnaire. C'est prévu dans la loi de 86, c'est soi-disant renforcé dans la loi Bloch en 2016. Or, cette disposition est violée à Canal+ régulièrement, par exemple depuis 2015. Reporters sans frontières, d'autres organisations ont saisi le CSA qui a dit « Ah, mais est-ce que vous avez des preuves ?» Alors, ces organisations ont apporté toutes les preuves au CSA, je parle il y a 3 ans. Hein. Ah, ben on va peut-être faire quelque chose, bon, on attend toujours. Ça veut dire que fait le CSA par rapport à cette situation où un industriel vient prendre le contrôle d'un média impertinent et vient en faire un instrument de propagande? Rien, depuis 3 ans, strictement rien. Or, il y a une loi. Donc moi, j'en ai un peu marre des nouvelles lois dont on va discuter pendant des heures, alors que de toute façon, les lois actuelles ne sont pas appliquées. Le problème, il est là. Que font les pouvoirs publics depuis Hollande, en gros, mais y compris Macron, par rapport à ces violations caractérisées de la loi? Et ils font tellement rien que le dernier exemple, c'est que la direction nommée par Vincent Bolloré à Canal se permet de diffuser un publi-reportage pour un potentat africain au Togo, avec lequel Vincent Bolloré espère faire des affaires. Donc on passe sur Canal+, un publi-reportage sans signature, sans générique, sans savoir qui c'est, sans même connaître le statut de ce programme, et en plus il est un peu clandestin pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais enfin on ne le retrouve plus dans les ordinateurs, mais il est passé à l'antenne. Et ça nous explique qu'au Togo, alors que le peuple est dans la rue depuis 8 mois pour protester contre le dictateur, le Togo est une exceptionnelle stabilité politique. Voilà ce qu'on nous dit sur Canal+ aujourd'hui, et il se passe strictement rien. Il faut qu'un média indépendant qui s'appelle Les Jours fasse un boulot d'enquête formidable, retrouve tout, le sujet qui a été disparu, l'auteur qui l'a fait, toute l'histoire, pour qu'enfin le CSA se dise « Ah bah oui, on va se saisir ». Bon, voilà, donc la réalité en France, c'est ça. Il y a un vrai problème sur l'information beaucoup plus grave que ça. Je ne parle même pas du contrôle de l'information par 80%, enfin 80% de l'info par des grands industriels. Donc voilà, ces nouvelles lois, évidemment, sont des mauvaises nouvelles, mais elles interviennent dans un contexte où déjà on se moque de nous, quoi, franchement. Je reviens juste avant la loi secret des affaires, mais enfin, moi j'ai vécu ça avec le terrain de manière très concrète. La banque Crédit Mutuel fait des bêtises, accepte des valises de cash en liquide dans une de ses filiales. Des banquiers de cette banque à Monaco tirent le signal d'alarme auprès de leur hiérarchie. On est en 2014-2015. Ils se retrouvent virés. Ça, c'est des lanceurs d'alerte, des banquiers. On les vire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'alerter, ils vont voir Mediapart. Il y a des premiers papiers qui sortent. Un documentaire se prépare pour Canal+. Le documentaire est censuré. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 journalistes qui ont fait le documentaire sont virés, perdent leur boulot à leur tour. C'est ça la réalité, ce qui se passe en France aujourd'hui. Et ensuite, quand l'un de ces journalistes, Vescovaci, essaie de faire un livre pour raconter toute cette histoire, un livre qui va s'appeler Vincent Tout-Puissant sur Vincent Bolloré, il envoie à un moment donné, en fin d'enquête, des mails aux personnes qu'il met en cause pour leur dire « Voilà les informations que j'ai recueillies, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il a un huissier qui passe les 2 portes à code de son immeuble dans le 18e arrondissement de Paris, je ne sais pas comment il a eu les codes, qui vient toquer à sa porte de son domicile personnel pour lui dire « On va vous réclamer 700 000 € parce que Vincent Bolloré n'est pas content. » Et Vescovaci dit « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors, vous avez été censuré, mais vous êtes en train de préparer un livre. Et il ne faut pas poser des questions à M. Vincent Bolloré, ça déstabilise ses cadres. Et donc 700 000 €, ça fait 1 an et demi qu'il vit avec cette pression, où il va devoir peut-être payer 700 000 €, ça a fait pression sur son éditeur. Enfin, la réalité, c'est ça. Donc avant même la loi secret des affaires, il y a un énorme problème, je suis désolé, de pression sur l'investigation et de pression sur les journalistes, qui n'est pas prise en compte par ce pouvoir, et à mon avis, ce n'est pas par hasard. Pardon de revenir sur le garçon qui avait le prix Albert Londres, mais il a fait un boulot formidable. Non mais, il y a 15 jours, il est traîné au tribunal de Nanterre par Bolloré, qui l'attaque en diffamation. Qu'est-ce qui se passe la veille? La veille de son procès, il doit aller chercher à l'aéroport un témoin africain qui est le seul qui a osé venir. Tous les autres se sont découragés suite à des pressions mystérieuses. Il y en a un qui vient. Il a eu tellement peur en Afrique qu'il s'est caché pendant 2 jours dans la capitale, il a coupé son téléphone portable, il a eu peur de se faire casser la figure, le témoin africain. Il a fini par sauter dans un avion sans dire quel avion il prenait pour essayer d'arriver à Paris. Il se dit « Ouf, j'arrive en France, je suis en sécurité, je vais pouvoir témoigner devant la justice, c'est formidable. » Manque de bol, le lundi à 7h du matin, Valex ne vient pas le chercher à l'aéroport à Roissy. Pourquoi? Parce qu'il a eu des types mystérieux qui sont rentrés dans son appartement à Paris, qui ont violé dans la nuit, là où il vit avec sa femme et son enfant, qui ont démonté une serrure, qui ont bloqué une porte, il est enfermé chez lui avec sa femme, il ne peut plus sortir le lundi matin, le procès est le mardi à Nanterre, il ne peut pas aller chercher son témoin, qui flippe, qui finit par arriver parce qu'une copine va le chercher, qui voit 15 flics dans l'appartement de Valex et qui se dit « Mais où je suis? J'arrive d'Afrique, j'avais peur, mais alors, attendez, je suis à Paris. » C'est ça la réalité. Alors personne n'en parle, je ne sais pas, enfin ou très peu. Moi je suis absolument scandalisé par ce genre de truc. Alors évidemment, on ne sait pas qui c'est. Mais c'est quoi ces méthodes? C'est quoi ces méthodes? Ces méthodes de barbouze.
Et quand ça s'ajoute aux pressions exercées en Afrique contre les témoins qui ont osé peut-être aller témoigner en faveur de France Télévisions, enfin, je veux dire, quand c'est pas judiciaire, c'est des pressions encore beaucoup plus graves, quasiment physiques. Il y en a eu d'autres en Afrique dans cette affaire, sont extrêmement graves. Et pardon, il ne se passe rien. Alors évidemment, voilà, quand on utilise des méthodes d'espionner les journalistes ou des méthodes de barbouze, c'est difficile de savoir qui c'est qui est derrière. Mais je veux dire, c'est plus grave encore que la pression judiciaire. C'est un petit moment avec vous, Jean-Baptiste Rivoire, parce que vous êtes dans une situation extrêmement particulière au sein, en ce moment, de la profession. Alors, je rappelle quelle est votre situation. Vous êtes à Canal+ depuis plus de 15 ans, je crois. Hein, 18 ans, vous exercez des responsabilités. Hein, vous avez été rédacteur en chef adjoint, je crois, de Spécial Investigation. Vous êtes toujours rédacteur en chef, à l'heure où on se parle, à Canal+. Vous avez été l'objet d'une procédure de licenciement après vous être syndiqué à la CGT. Cette procédure n'est pas allée à terme. On vous a ensuite proposé de l'argent pour que vous sortiez de Canal+. Vous êtes toujours, à l'heure où on se parle, dans cette espèce d'entre-deux où on vous refuse des indemnités de départ, mais vous êtes encore concrètement toujours dans l'entreprise. Comment ça se passe en fait pour vous au sein de Canal en ce moment? Vous arrivez à travailler? Vous êtes dans quelle situation en fait? Je suis rédacteur en chef d'un placard. Non, mais je veux dire, voilà, Canal, c'est très compliqué parce que c'est difficile pour les salariés de s'émouvoir de ce qui se passe parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. En même temps, le jour où Vincent Bolloré a été mis en examen, il y a des gens qui chantaient au siège de Canal+. Bon, c'est pour vous dire un peu l'ambiance, quoi. Non, mais bon, d'un mot. Si vous voulez, quand un actionnaire prend le contrôle d'un média et qu'en gros, j'appelle ça torpiller éditorialement un média totalement. Et à mon avis, c'est pas par maladresse. Voilà, je pense que c'est un sabotage politique de l'entreprise. Mais à la limite, si un actionnaire le dit en disant, écoutez, voilà, vous aviez tel type de ligne éditoriale, moi je vais faire totalement le contraire, je le dis. En principe, la loyauté, c'est je le dis, et puis ceux qui ne sont pas d'accord font jouer leur clause de conscience et s'en vont. Mais Vincent Bolloré n'a jamais dit ça. Il n'a jamais annoncé clairement ce qu'il allait faire de cette chaîne. Et donc, en fin de compte, on se retrouve dans une situation où, moi mais d'autres journalistes, on dit, mais attendez, donc, en fait, on ne peut plus travailler, on ne peut plus faire d'investigation, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, vous nous licenciez? Ah non, on va faire un arrangement. Alors, l'arrangement, en fait, c'est quand vous parliez d'argent, oui, on vous propose de l'argent, mais il faut signer un accord secret. Que Valex, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'en fait, moi, j'en ai jamais signé de ma vie, mais on m'a dit, faut signer évidemment des clauses. Hein. Alors je dis, bon, c'est intéressant, alors c'est quoi les clauses? Ah, on ne peut pas vous le dire parce qu'elles sont secrètes. Bon, alors moi je dis, je ne peux pas signer si on ne me dit pas ce que c'est. Donc j'obtiens les clauses, et les clauses, c'est, voilà, je ne dois jamais dire ce que j'ai vu à Canal. Alors il n'y a pas de date limite, hein. C'est pas pendant un an, c'est pas, je ne dois pas dire à la concurrence, non, c'est jusqu'à ma mort, je ne dois pas dire ce que j'ai vu, je ne dois pas faire un tweet, je ne dois pas faire un message sur Facebook sur tout ce que j'ai vu. Je me suis dit, mais ils sont complètement fous. Et donc je ne signe pas ça. Et donc quand on ne signe pas ça, alors on a du temps. Hein. Vous savez, quand les journalistes télé se sont mis en grève, la direction leur a dit avec beaucoup de cynisme, mettez-vous en grève, on peut attendre 6 mois. Bon, les journalistes télé ne peuvent pas attendre 6 mois parce qu'en fait, chaque jour de grève, ils n'ont pas de salaire, comme ils ont des enfants, ils ne peuvent pas attendre 6 mois. Mais moi, je pensais que c'était du bluff. Je leur ai dit, mais attendez, mais même le fils de François Hollande, qui est avocat, est venu les conseiller à un moment donné, il leur a dit, mais attendez, vous êtes une chaîne d'infos, si vous mettez en grève demain matin, ça va mettre le bazar, vous allez avoir un rapport de force. 2 jours, 3 jours, 5 jours. Et la direction, ça ne fallait pas. Elle refusait de signer une charte de déontologie. Bon, résultat, il y a 100 journalistes, une centaine qui sont partis au bout d'un mois, écœurés. Donc voilà, le rapport de force, il est super clair. Et donc voilà, moi je veux juste qu'il assume le fait qu'il licencie certains journalistes. Enfin, moi je me sens licencié par l'attitude de l'entreprise. Et donc il me donne une indemnité de licenciement. Voilà, ce qu'il refuse de faire, donc on est devant un tribunal. Mais d'une façon plus générale, voilà, la façon dont l'information a été traitée, est traitée aujourd'hui à Canal+, qui sert parfois d'instrument de propagande pour un actionnaire, est absolument scandaleuse et se passe dans une totale impunité, quoi. Alors, certains, malheureusement, se servent de vos ennuis très graves au sein de Canal pour dire, voyez, il est rédacteur en chef, il s'exprime quand même, il parle, on peut tout à fait être dans un grand groupe, chez les oligarques et en même temps être très courageux. Vous leur dites quoi à ces braves gens? Est-ce qu'il faut aller maintenant, aujourd'hui en France, jusqu'au licenciement pour avoir le droit de parler? Non, madame, moi je ne sais pas si j'ai le droit de parler, mais quand je parle, je reçois un avertissement, hein, donc une sanction disciplinaire qui me menace de licenciement, donc déjà, c'est pas si cool que ça. Hein. Et puis surtout, c'est pas le problème d'un individu, si vous voulez, c'est le problème d'un média qui s'était fait, à une époque, s'était fait connaître par un peu d'impertinence, un peu d'innovation journalistique, et qui a été, totalement saboté.
C'est-à-dire que, et c'est pas moi qui le dis, je veux dire, il y a une loi en 86 qui dit l'actionnaire ne doit pas entraver la liberté éditoriale, rien à faire. On va à l'Assemblée et au Parlement, on dit comment censure Crédit Mutuel? Mais pas du tout, cher député. Et il ne se passe rien. Et tout est comme ça. Et ça se termine par un reportage qui dit qu'il y a des manifestants au Togo. En Togo, il faut qu'on fasse des affaires. Non, alors il n'y a plus de reportage sur les manifestants au Togo, ça disparaît des plateformes. Il ne se passe rien, le CSA fait rien, et finalement on diffuse un public reportage pour dire que le Togo est un modèle de stabilité politique, et il se passe, encore une fois, à peu près rien. Enfin, si les jours n'avaient pas fait un travail d'enquête, il ne se serait rien passé. Donc c'est juste totalement effrayant, ou alors c'est voulu, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de voilà, les pouvoirs publics décident que finalement c'est peut-être très bien qu'on éradique un média. Bon, peu importe à la limite celui-là, mais je veux dire, c'est globalement beaucoup plus grave. Est-ce que vous y croyez, vous, à la possibilité aujourd'hui en France d'exercer de façon satisfaisante son travail dans un média qui est détenu par ce type d'actionnaire, c'est-à-dire qui a des intérêts industriels, commerciaux, concurrentiels colossaux, et parfois qui est en affaire avec l'État? Je prends juste un autre exemple. Le patron de M6, il y a quelque temps, est venu dire sur Canal, d'ailleurs, tout à fait clairement, je ne veux pas qu'on embête mes clients annonceurs. Bon. C'était une façon de dire, il faut que Capital arrête d'embêter les marques. Bon, enfin, Capital n'embête plus beaucoup les marques, à une époque un petit peu, bon voilà. Mais c'est juste pour dire que cette phrase-là encore passe comme une lettre à la poste. Or, c'est totalement contraire à la loi de 86 qui dit que ni les intérêts des annonceurs, ni les intérêts des actionnaires doivent entraver la liberté éditoriale. Cette loi n'est tellement pas appliquée que les patrons de l'audiovisuel viennent à la télé dire tranquillement qu'ils s'en fichent. Et il ne se passe rien. Une question peut paraître un peu bête comme ça, mais pourquoi les journalistes ne font pas des recours si c'est dans la loi alors contre les actionnaires? C'est-à-dire si c'est dans la loi que les actionnaires ne peuvent pas, pourquoi ils... Je vous donne juste un exemple sur les intérêts de l'actionnaire qui violent la liberté éditoriale. Ça a commencé donc avec le Crédit Mutuel en 2015. RSF et le collectif Informé des Pas Analyses saisissent le CSA qui dit « est-ce que vous avez des preuves ?» Ils envoient des preuves par écrit et ils n'auront jamais de réponse. Jamais de réponse. Mais je vous donne juste un autre exemple. Moi, ça m'a énervé parce que j'entends récemment qu'en plus, le CSA, 2 ans après, dit « Oh, mais non, on n'avait pas été saisi. » Donc, il y a 6 mois, moi, ça commence à m'énerver. J'appelle le CSA, je dis « Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous saisir? Est-ce que vous êtes saisi? Ça, vous êtes une organisation publique, vous êtes payé par les impôts. Moi, je suis un citoyen, je suis un salarié, j'ai un problème. Est-ce qu'on peut vous saisir? Oui, allez sur le site, etc. Je dis oui, je veux juste avoir la preuve. Je veux avoir une preuve que je vous ai saisi. Parce que non, dans 2 ans, vous avez dit bon, faites un courrier recommandé à M. Schramek et demandez qu'il vous réponde. Donc, je fais un courrier recommandé à M. Schramek, je demande qu'il me réponde, mais ça paraît débile. Bon, ça fait 4 mois. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas si cet organisme est saisi du problème des censures Togo à Canal+. Je ne sais pas. Voilà. Donc je ne sais pas à quoi ça sert, mais je pense voilà, qu'on nous habille avec des tas de lois. La réalité du terrain, c'est que parfois elles ne sont pas appliquées. Donc je crois qu'il faut arrêter de se faire avoir par des annonces complètement bidons, quoi. Enfin, c'est bidon. Cette loi de 86, ils s'en fichent, quoi, totalement.